Des activistes internationaux ont consacré 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Cependant, cette campagne produit-elle des résultats? On en parle tout à l'heure avec Annie Maudit, directrice exécutive de l'ASBEL Afia Mama. C'est dans Action Femmes. Merci de nous suivre. Annie Tingamidité Maudit est une femme congolaise, féministe et militante de droits de femmes et filles, ainsi que celles vivant avec le VIH/SIDA en RDC et dans la région de la SADC. Elle est détentrice d'un diplôme de graduat en sciences et techniques de développement de l'Institut facultaire de développement de Kinshasa et d'une licence en gestion de l'environnement et assainissement de l'université Omnia Onibus, ainsi que d'un brevet en technologie de l'information et réseau et en relations et diplomatie internationale en République sud-africaine. Active dans la protection de valeurs cardinales et passionnée du bien-être de la femme, elle fonde en 2012 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, l'ASBEL Afia Mama, terme swahili qui signifie la santé de la maman, présente dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, dont elle est la directrice exécutive. Le but de son ASBEL est d'assurer la défense, la protection et la promotion des droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille, son autonomisation économique, son accès aux services sociaux de base tels que la justice, l'éducation, le soin de santé de qualité et elle lutte pour l'égalité du genre. Consultante indépendante sur le genre, environnement et développement, pionnière pour la création du caucus de jeunes femmes leaders en Afrique. En 2018, elle a coordonné la branche du caucus de jeunes femmes leaders RDC, membre du réseau de femmes leaders d'Afrique. Madame Annie Maudit est une femme que j'ai connue il y a quelques années dans le cadre de ma fonction au sein de l'université. J'étais commissaire en chef de la dynamique femmes UCC. Et dans les recherches, quand je menais des recherches, je suis tombée sur les archives où je l'ai vue travailler avec les commissaires qui m'avaient précédée. J'étais un peu intriguée de connaître cette femme qui travaillait déjà avec mes prédécesseurs. Et un beau jour, j'ai rencontré une dame qui est pour moi très proche, qui m'a amenée à Afia Mama, qui m'a dit, voilà, Afia Mama, Madame Annie Maudit aime beaucoup travailler avec les jeunes femmes leaders. Donc celles qui s'engagent déjà dans l'université au sein de leur communauté. C'est comme ça que je suis arrivée à Afia Mama ASBEL. Et je me rappellerai toujours de la première fois qu'on a eu à échanger avec elle. Elle était simple, elle était simplement accueillie dans son bureau, elle m'a parlé comme une mère, elle m'a livré quelques conseils par rapport à la fonction que je jouais déjà au sein de la dynamique Femmes UCC. Jusqu'à ce qu'après mes études, que je me retrouve ici à travailler avec elle. Ancienne conseillère genre du programme de santé intégré à l'USAID de 2019 à 2021, elle a été respectivement conseillère pour l'engagement des filles et manager des renforcements des capacités pour le programme Pépinière, un programme de la recherche sur les bonnes pratiques pour l'autonomisation des filles à Kinshasa, financé par DFID. En 2021, elle a initié le groupe de plaidoyer pour la révision de la loi électorale en vue de son adoption avec une clause contraignante quant à la parité avec le programme Voix et Leadership de la femme financé par les Affaires mondiales du Canada. Et aujourd'hui, je suis chargé de programme. Si je peux dire un mot par rapport à son leadership, je dirais que non, c'est une femme battante, c'est une femme qui sait encadrer les jeunes, qui sait aussi découvrir les talents des jeunes. Parce qu'on n'a pas commencé aujourd'hui comme on a vraiment senti l'évolution, notre évolution, elle nous a écoutés, elle nous a encadrés. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ses efforts. C'est quelqu'un qui peut contribuer d'une certaine manière pour le développement de notre pays par rapport à sa vision et aussi à ses compétences, aussi à
dynamisme dans le travail. Depuis plus de 10 ans, elle milite pour le droit de la santé sexuelle et reproductive de femmes et filles, ainsi que pour l'application du protocole de Maputo, notamment la révision du code pénal pour l'accès à l'avortement sécurisé en RDC et dans la région de l'Afrique francophone. De 2019 à 2022, elle a été chef des délégations du groupe consultatif genre dénommé Femmes d'exception du président de la République démocratique du Congo qui a mené les plaidoyers pour l'amélioration de la représentation féminine à des postes décisionnels. Militante de l'égalité de chance hommes-femmes, mais aussi de l'engagement citoyen de femmes, elle a été surnommée la maman des Amazones, en référence faite à ces femmes guerrières et combattantes. Elle est également ambassadrice de la paix pour la Fédération mondiale de femmes pour la paix. Annie Moudi, bienvenue. Merci Madame Gloria Mboya. Alors d'emblée, dites-nous quels sont les défis de la RDC en matière de promotion des droits des femmes? Le premier des défis, c'est la non-application des textes en vigueur. Et le deuxième défi lié à ça, c'est le manque de vulgarisation des textes en vigueur. Parce que nous devons reconnaître que la RDC est parmi les pays, sur le plan légal, sur le papier parlant, qui protègent très bien la femme. C'est vrai qu'il y a encore quelques lacunes qu'on peut combler dans les cadres légaux. Par exemple, harmoniser le code pénal, le code de la famille, la loi cadre sur la santé. Mais cependant, les dispositifs qui nous protègent ou qui protègent nos droits dans les textes ne sont pas vulgarisés, ne sont pas connus et du coup ne sont pas appliqués. Ça, c'est les plus grands défis au fait que nous connaissons en RDC en ce qui concerne les respects ou l'applicabilité des lois qui protègent les droits des femmes. Mais qu'est-ce qui explique cet état de choses? Pourquoi ça bloque? Pourquoi on ne vulgarise toujours pas? Et pourtant, il y a des lois qui existent depuis belle lurette. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Notamment. Si je dois énumérer quelques-uns. La première chose, je parlerai du poids de la culture, les normes sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des détenteurs de pouvoir qui ont grandi, qui ont été socialisés dans un système patriarcal où le rôle de la femme et de la fille a été prédéfini par nos cultures, par notre société. Il y a des pratiques qui étaient déjà, qui prévoyaient déjà comment la petite fille devait être préparée, comment le petit garçon devait être préparé. Alors, même lorsque les lois viennent garantir l'égalité des droits pour tous, ça ne s'adapte pas, ce n'est pas automatique que ça change ou ça remplace les croyances, les pratiques culturelles. La deuxième chose est que, comme j'ai dit, la volonté politique. Il faut absolument que lorsqu'on a passé une loi, qu'elle soit vulgarisée, qu'elle soit accessible. Par l'accessibilité, ici, je veux parler des moyens et des canaux. Le fond et la forme. Par rapport à la forme, quelle langue on utilise pour vulgariser les textes des lois? Les lois passent en français. Et puis, une fois que c'est passé, ce n'est pas traduit dans les langues locales. Même si on doit traduire, là encore, c'est des personnes qui peuvent lire et écrire, qui vont utiliser même la traduction écrite. Donc, on peut utiliser d'autres formats, d'autres mécanismes pour vulgariser les textes des lois. Ça, ce n'est pas fait. Alors, deuxièmement, il y a aussi le manque de volonté, enfin, troisièmement, le manque de volonté politique des dirigeants. Quand je dis dirigeants, c'est hommes et femmes par là, parce que ce n'est pas le fait d'être une femme que lorsqu'on occupe un poste de décision qu'on va automatiquement penser qu'il faut mettre des mécanismes de discrimination positive pour relever le statut de la femme. Et il y a peu d'hommes et de femmes du pouvoir qui réfléchissent en amont de comment mieux prendre en charge l'intégration de cette ressource humaine abandonnée qui représente pourtant un potentiel énorme pour le développement d'un pays. Annie Moudi, du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, l'on consacre une campagne annuelle internationale dénommée 16 jours d'activisme
contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles, lancée par des activistes internationaux. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cette campagne a été instaurée d'emblée? Au fait, si je dois rentrer en arrière, il y a une déclaration du secrétaire général des Nations Unies en son temps à Beijing qui a déclaré que les droits des femmes sont aussi les droits humains. Pourquoi cette déclaration? Parce que on a remarqué que malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui devrait au fait protéger tous les êtres humains de manière égalitaire, la gente féminine n'a pas bénéficié de cette Déclaration universelle des droits de l'homme ou des droits humains. On dirait que lorsqu'on comptait les humains, ça restait à l'état primitif où on pouvait encore dire 3000 hommes, les femmes et les enfants. Donc, comme elles n'étaient pas comptées, donc leurs droits non plus n'étaient pas considérés comme un acquis. Donc, il a fallu avoir une convention supplémentaire. C'est là que nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes, la CDF en français, CEDAW en anglais, que les pays ont ratifié. Malgré la ratification de cette convention supplémentaire, complémentaire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'applicabilité était toujours un problème. Alors, on a constaté que c'est un problème de manque de prise de conscience collective, que les droits des femmes sont aussi des droits humains et à cet effet, ils doivent être respectés. Alors, c'est ainsi qu'est venue cette initiative d'installer une période où on appelle à la conscience de tout le monde dans le monde entier au même moment pour espérer avoir la prise de conscience collective que nous devons respecter les droits des femmes au même pied d'égalité que nous respectons les droits humains des hommes. Si on peut prendre quelques exemples, est-ce que vous pouvez comprendre qu'en 2023, dans une partie du monde, qu'on interdise aux femmes et aux filles l'accès à l'éducation? Ça, c'est un problème. Qu'on interdise aux femmes et aux filles le droit de vote, par exemple, ou d'ouvrir une entreprise, ou le droit de participer à un processus politique ou de prise de décision. Donc, c'est vraiment pas seulement pour les États qui ont d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, atteint un niveau élevé de respect des droits des femmes ou alors de la parité, mais c'est vraiment pour que les pays qui ont avancé un peu plus vite puissent attirer l'attention des autres et que les États s'entraident, que les activistes aussi partagent les défis et célèbrent aussi, ça nous ne le faisons pas souvent, célèbrent aussi les acquis parce qu'il nous est arrivé à pas de tortue de gagner quand même la bataille qui est de garantir certains droits des femmes dans des instruments soit national ou internationaux plutôt, mais nous ne célébrons pas. Alors pendant cette période, nous célébrons ce que nous avons réalisé, tout en rappelant ce qui reste à réaliser, tout en poursuivant, en motivant les autres pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Notre souhait, notre combat est que la culture de droit prenne le dessus sur la culture traditionnelle. Que reste-t-il à faire? Je crois qu'y a-t-il encore à faire? Ce qu'il y a à faire pour nous, c'est de continuer d'abord ce que nous faisons déjà très bien. Ça, je dois le célébrer parce que ce n'est pas évident de vivre dans un système patriarcal où la majorité des personnes pour qui nous militons n'ont pas le pouvoir de diriger, le pouvoir économique ou l'influence qui va avec les deux pouvoirs. Mais que nous arrivions quand même à obtenir tant soit peu la garantie dans des textes de loi. Mais nous devons continuer, nous avons commencé, mais nous devons continuer aussi à travailler sur les hommes. Parce que plus nous avons des hommes acquis à notre cause, des hommes qui adhèrent à notre démarche, qui comprennent au fait notre démarche que ce n'est pas la guerre des femmes contre les hommes. Ce n'est pas une tentative d'usurper le pouvoir, qu'on peut dire que dans les cas des foyers, par exemple, les chefs de mari qui disent non, la femme doit être soumise, on est d'accord, mais elle doit être soumise
qu'à son mari, mais le respect est mutuel. Dans un milieu professionnel, ça ne s'applique plus. Exact. Et en ce moment-là, nous avons besoin de plus d'hommes qui comprennent pour que les hommes parlent aux hommes aussi. Nous devons, au fait, pour moi, nous devons arrêter de nous parler à nous-mêmes. La femme a beaucoup de solutions pour protéger son environnement et les siennes, mais qui respecte et considère que cette femme peut apporter une solution qui soit appropriée. Votre aspect, la FIA Mama, dont vous êtes directrice exécutive, œuvre également pour cette campagne aussi noble. Quelle politique publique impulsez-vous pour faire avancer la cause genre en RDC, par exemple? Pour nous, c'est d'abord en fait, l'harmonisation des textes de loi, des cadres légaux. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, d'insuffisances et de contradictions dans notre cadre, dans notre arsenal juridique. Si je prends un exemple, je prends aujourd'hui les codes, la loi électorale. Cette loi électorale a fait régresser le droit politique de la femme. Mais puisque nous nous braquons sur la mesure incitative de dire que les partis politiques qui vont présenter les listes paritaires ne vont pas payer. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? La qualité va être impactée. Pourquoi? Parce que sans cette mesure incitative, on avait des femmes engagées qui militaient pour qu'elles participent, qu'elles soient reconnues au sein de leur parti politique. Mais avec cette mesure incitative, ceux qui n'ont pas, les partis politiques qui n'ont pas le moyen de payer, vont prendre n'importe quelle femme. Ça, c'est en termes de l'intérêt, de l'engagement politique que je parle, pour remplir une liste quelconque et qui ne paye pas de caution. Mais ça a un impact. Est-ce qu'elles vont battre campagne, toutes celles qui ont été rajoutées sur la liste pour qu'une liste ne paye pas des cautions? Est-ce qu'elles auront le moyen de battre campagne? Même si on mettait de l'argent, est-ce qu'elles en auront les capacités? Parce que là où il y a l'intérêt et l'engagement, les capacités vont suivre. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'engagement. Les capacités ne vont pas suivre. Et qu'est-ce qu'on fait des partis politiques ou regroupements qui vont se décider que puisque nous avons de l'argent, nous ne mettons aucune femme? La plupart des femmes, même politiques elles-mêmes, n'ont pas revendiqué cette inconstitutionnalité de Alors, la pour loi revenir électorale. à Afia Mama, parce que là, on s'est Ce que éloigné un Afia peu de la Mama avait question. propulsé, c'est l'harmonisation du cadre légal. C'est là que j'ai donné cet exemple pour montrer ce que nous faisons. Je peux encore aller sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, où nous avons un protocole de Maputo ratifié, publié dans les journaux officiels, mais nous avons quand même un code pénal qui continue jusque-là à criminaliser l'accès à l'avortement sécurisé, alors qu'il y a des conditions spécifiques que les protocoles de Maputo a données. Donc pour nous, l'harmonisation du cadre légal, elle est extrêmement importante, mais nous avons aussi une politique nationale genre qui n'est pas connue. Afia Mama voudrait à ce que le ministère du genre mette en avant cette politique-là. Nous avons une politique nationale genre, nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, avec une agence à Vifem pour l'application de cette politique. Mais ces politiques, ces outils de l'État qui sont là, quelque part dans des tiroirs, ne sont pas connus. Autant que certaines lois ne sont pas connues, même les politiques publiques que nous avons ne sont pas connues. Le travail que Afia Mama fait, c'est promouvoir vraiment la vulgarisation des textes des lois, de cette politique nationale genre, de la stratégie, promouvoir ça en vulgarisant et en l'appliquant aussi, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir un rôle à jouer là-dedans. L'État a son rôle. Nous, en tant qu'association, nous avons notre rôle et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de sensibiliser plus d'acteurs possibles, y compris vous. Merci beaucoup, Madame Gloria Mbouya, ainsi que tous les autres héros qui ont choisi les micros comme une arme pour contribuer au développement du pays, de faire connaître ces politiques-là, afin que ça soit appliqué. Mais le plus important pour nous, nous plaidons aussi pour qu'il y ait un budget qui soit sensible aux gens. Vous savez, le ministère du genre n'a pas un budget conséquent. Les associations qui travaillent sur ces thématiques-là dépendent presque entièrement des donations étrangères. Mais après, lorsque il y a les détenteurs de pouvoir qui ne veulent pas ou qui veulent rejeter une thématique quelconque, ils vont vous dire, vous ramenez des choses des blancs. Mais attendez une minute, le gros d'appui que la RDC
reçoit, ça vient de l'étranger, hein, que ce soit pour la réforme de l'armée ou de la justice. Pourquoi est-ce que les associations refuseraient de l'aide étrangère pour le développement social ou les questions de droits de la femme? Donc c'est ce que AFIAMAM a fait, et AFIAMAM a investi aussi beaucoup sur le renforcement des capacités des femmes et des jeunes, et pas seulement dans les grandes villes. Nous sommes dans les 26 provinces et nous sommes en train de nous déployer dans les territoires et même au niveau des localités et des groupements. Parce que c'est là où vit la majorité. Justement, c'était la question, parce que votre message clé, c'est, si je peux le dire, le bien-être de la femme, c'est votre passion, AFIAMAM. Alors la question, c'était quel type d'intervention, justement, vous mettez en œuvre selon qu'il s'agit d'une zone de conflit ou d'une zone de paix en faveur de la jeune féminine? Ok. De manière générale, d'abord, nous faisons beaucoup de mobilisations communautaires. Ça veut dire sensibiliser les parents, on travaille avec les leaders traditionnels, les leaders religieux, parce que comme si vous m'avez bien suivi, comme j'ai dit tantôt, il faut absolument travailler avec ceux qui ont le pouvoir pour accéder à notre cible et enfin donner l'information sur le droit et les devoirs à la cible. Et autre chose que nous faisons aussi, c'est promouvoir l'accès aux services sociaux de base. Quels sont les services sociaux de base que nous poussons que les femmes et les filles puissent y accéder? C'est la santé de qualité. Pour une femme et une jeune fille, la santé de qualité, c'est des soins qui prend en compte sa santé sexuelle et reproductive. Tout ce qui est autour de l'hygiène menstruelle, par exemple, pour une petite fille, on peut prendre ça à la légère dans une ville, mais plus on va à l'intérieur, le menstru, c'est un variable déterminant pour la jeune fille, parce que ça va déterminer si elle va continuer avec son cursus scolaire ou elle va entrer dans un mariage précoce et que ses rêves soient brisés. Et nous avons aussi les services de la planification familiale. Notre travail, c'est de promouvoir l'implication des hommes dans les efforts de la planification familiale. Parce que les enfants, ce n'est pas la responsabilité de la mère seule. D'ailleurs, la loi dit que chaque enfant a droit à un père. Alors, ces papas devraient prendre la responsabilité de participer à l'éducation des enfants. Nous faisons la promotion de l'accès à l'éducation, mais surtout la rétention scolaire pour la jeune fille. C'est important pour nous. On fait beaucoup d'actions pour lutter contre le mariage précoce. Nous faisons l'accès à la justice. Donc nous travaillons en collaboration avec un cabinet KTF Lawyers, un cabinet d'avocats, qui, eux, a des avocats disponibles. Lorsque nous avons des soucis, on fait les référencements. On va référer les cas au cabinet qui va prendre en charge. Pour la santé, on va référer dans les centres de santé publics ou privés. Et nous faisons aussi beaucoup de recyclage des prestataires de services, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient même dans les secteurs de la justice, les policiers, les huissiers, les magistrats. On crée beaucoup de dialogues communautaires autour des questions assez difficiles liées aux droits de la femme. L'objectif est de déconstruire un peu la perception négative sur la femme, d'ouvrir un peu l'esprit de la communauté sur l'acceptation de l'autonomisation, l'épanouissement de la femme, et aussi accepter la participation de la femme dans les développements tant au niveau local, provincial que national. Et nous faisons beaucoup d'activités aussi dans l'agro-pastoral. Donc on fait la promotion des petits groupes qui vont faire l'agriculture des substances. Nous avons des fermes, nous avons des porcheries, des clapiers, des poulaillers où on apprend aux femmes comment tenir ces initiatives-là. Et après, ça va contribuer à leur autonomisation économique, mais aussi et surtout à leur sécurité alimentaire. Donc, on fait beaucoup vraiment l'adaptabilité au contexte. Donc, nos approches ne sont pas figées. Ce qu'on fait à la Chopo, ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait dans les Hauts-Katanga. Nous faisons, par exemple, dans les Grands Katanga, les actions de retirer les enfants et surtout les jeunes filles des carrières artisanales, et il faut proposer des alternatives. Donc, au-delà des sensibilisations, il faut proposer des activités d'agriculture de substances, parce que c'est par le manque de la nourriture qu'elles vont se retrouver là-bas et entrer dans les cycles des violences. En effet. Et nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer. Excusez-moi d'insister dessus, parce que nos plaidoyers, ça commence tant au niveau local, par exemple l'accès à la terre. Nous avons acquis beaucoup d'espaces champêtres pour des femmes.
Parce qu'avant, il y a des communautés qui croient qu'il n'y a que des garçons qui doivent hériter, mais en même temps, les femmes qui n'ont pas hérité. Et si une femme divorce, elle n'a pas hérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a aucune place où aller faire son champ. Donc, on fait des plaidoyers au niveau local pour l'accès à la terre. Nous faisons des plaidoyers au niveau provincial, par exemple. À la Tchop, on a fait passer une loi, un édit fixant des modalités pratiques de lutte contre les violences faites à la femme et de promotion de l'accès à la justice. Et au niveau national, nous avons contribué à la révision de la loi électorale, même si nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons pas eu ce que l'on cherchait, des codes de la famille. Et maintenant, nous sommes en train de continuer. On va attendre la prochaine législature pour que le code pénal soit révisé afin que les codes pénals soient alignés à des instruments internationaux que la RDC a ratifiés. Et nous allons aussi au niveau international. Le 28 octobre, par exemple, j'ai briefé le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation des violences sexuelles en conflit. La liste n'est pas exhaustive. Hein. La liste n'est pas du tout exhaustive. Mais ce que je peux dire, c'est que les plaidoyers, on les fait tant au niveau local, provincial, national qu'international. Alors, vous insistez sur la santé reproductive. En tant qu'expert en genre et développement, puisque vous l'êtes aussi, comment faire en sorte que la santé de la reproduction soit inscrite en bonne place dans le programme scolaire pour prévenir les grossesses précoces et limiter le taux de déperdition scolaire chez la jeune fille, notamment? Moi, je pense que la première chose à faire, la première démarche, c'est vraiment d'abord harmoniser les textes. Ça veut dire que le code pénal doit domestiquer ce qui stipule le protocole de Maputo. C'est très important. Parce qu'au fait, l'être humain ne fait pas des choses juste de bonne foi. Lorsqu'il y a impunité, ça ne va pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait une main forte qui impose cela. La deuxième chose est qu'il faut que notre politique nationale genre travaille sur l'intersectionnalité des questions qui touchent. Parce que quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, nous sommes dans le secteur sanitaire. Sauf que ça touche la femme et la fille plus, parce que c'est elle qui reçoit, la sémence, c'est elle qui va rester enceinte pendant 9 mois. Donc ça revient au ministère du genre. Il faut qu'il y ait des actions interministérielles fortes qui envoient un message. Et il faut surtout que cette question soit considérée comme une question de développement, pas une question des femmes, tout simplement. Si on enlève la question de la santé sexuelle et reproductive, on détache ça de la femme en tant que femme et qu'on place ça comme un des facteurs qui peut faire en sorte que la RDC puisse tirer profit du dividende démographique, en ce moment-là, la conversation va prendre un autre niveau. C'est un niveau scientifique, c'est un niveau où les démographes vont entrer dedans, les médecins vont entrer dedans, les sociologues vont entrer dedans, les juristes vont entrer dedans, et nous, les acteurs de développement, nous pouvons proposer des solutions qui soient durables. Nous avons la PNSR, nous avons le Programme national de la santé, de la reproduction. Quelle est la politique que ce programme met en œuvre qui prennent en compte cette dimension économique, politique, stratégique de la santé sexuelle et reproductive. Donc, il faut absolument qu'au niveau de la primature même, qu'il y ait cette prise de conscience que ce programme de PNSR n'est pas seulement un programme qui touche les femmes, mais c'est un programme qui représente un enjeu important pour le développement économique. C'est un enjeu important pour que les pays puissent tirer dividendes dividendes démographiques en ce moment crucial où la ressource humaine est la ressource la plus importante pour que n'importe quel pays ou entité puisse se développer. Tout le programme que les pays pensent mettre en œuvre, si on prend, il y a eu un gros programme, nous avons appris que la Banque mondiale avait donné 100 millions pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. Si on ne prend pas en compte la santé sexuelle et reproductive, des femmes, par exemple, les capitales qu'elle va avoir, ça va finir dans prendre soin des enfants, tout simplement parce qu'elle n'a pas planifié la naissance ou elle s'est retrouvée enceinte et puis elle n'a pas le droit, je le dis bien entre guillemets, parce que ça dépend aussi comment est-ce que les femmes tombent enceintes. Beaucoup de grossesses sont non désirées, même des femmes mariées, beaucoup de grossesses sont non désirées, prises dans des conditions que chacune connaît. Mais
Après, elle n'a plus le temps de s'occuper de l'entrepreneuriat où l'État a investi de moyens, les partenaires ont investi de moyens. Donc, vraiment, si on ne prend pas en compte la santé sexuelle et reproductive dans tout le programme que l'État peut mettre en place, je vous assure que la réussite peut être considérée à 40% d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que la femme ou la gente féminine constitue la majorité de la population. Donc, quel que soit, à part la politique chez nous, quels que soient les domaines où vous allez partir, numériquement par là, vous allez trouver plus de femmes. Donc, si vous ne prenez pas ces aspects en compte, c'est parti pour l'échec. Sinon, on peut observer beaucoup de programmes lancés dans notre pays, tant au niveau national que provincial. On considère les questions de la santé sexuelle et reproductive comme une question que les ONG doivent traiter avec le PNSR ou PNSA. Mais comme résultat, on a des vrais programmes de développement qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Parce que justement, ils n'ont pas compris que les questions liées au bien-être de la femme, aux droits de la femme, sont des questions aujourd'hui liées à l'atteinte du développement durable. Sans cela, on est parti pour l'échec encore une fois en 2030. Votre regard, dernière question, sur l'agression du Rwanda et ses conséquences sur les femmes. Moi, je commence par la mission de plaidoyer que je viens de faire. Au Sénat français, j'ai rappelé que c'est presque 30 ans depuis que cette guerre a commencé. Encore une fois, c'est une question de l'impunité. La première chose que nous, en tant que la RDC, nous devons revendiquer, c'est d'abord la reconnaissance du génocide en RDC. Parce que le nombre de morts en République démocratique du Congo dépasse le nombre de morts au Rwanda de loin, c'est 6 fois plus. Le génocide est mauvais autant pour le Rwanda, pour le Juif, pour les Arméniens que pour le Congolais. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette reconnaissance-là, les autres abus liés à cette agression, liés à ces multiples conflits à l'est de la République démocratique du Congo ne vont pas être prises au niveau de la considération que ça devrait être prise. Et aussi, autre chose qui me fait mal, vous savez, en tant qu'inactiviste, je me dois d'être juste aussi. Lorsque nous voyons que nos propres frères congolais traitent les femmes congolaises comme ça a été à Malemba Nkulu, comment est-ce que ses propres frères vont regarder les autres hommes dans les yeux et plaider pour la cause des femmes qu'eux-mêmes maltraitent? Ce n'est pas en multipliant le nombre de groupes armés. Nous avons des groupes armés étrangers, oui, on est d'accord, on va tous pointer du doigt, mais qu'est-ce qu'on fait des groupes armés de nos propres concitoyens qui créent pour retourner les armes contre notre propre communauté? Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est. Nous avons dénoncé l'intrusion du Rwanda et au Conseil de sécurité, je l'ai dit, le 28 octobre, j'étais au Conseil de sécurité. Le 27, j'étais au Sénat français. J'étais à La Haye. C'est exactement le message que je porte. On doit reconnaître le génocide de la RDC. On doit condamner et punir le Rwanda pour les actes génocidaires, les actes d'intrusion qu'ils commettent sous le sol congolais, mais également, de manière très juste, nos hommes congolais doivent eux aussi arrêter d'abuser de leur pouvoir, de créer plus de groupes armés parce que ça dessert la cause du pays. Nous avons besoin du patriotisme. Le Congo doit être plus que ma province, ma tribu, mon village. C'est d'abord le Congo qui doit gagner. Merci beaucoup Annie Modi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Gloria, c'est toujours un plaisir. Merci d'amplifier nos voix. Merci. Annie Modi, directrice exécutive de l'ASBEL Afiamama, était notre invitée du jour. Avec elle, nous avons parlé de ces jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Voilà tout. Mais nous avons aussi parlé d'autres questions liées aux droits des femmes notamment. Voilà tout pour Action Femmes d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À très prochainement pour le même plaisir. À très vite pour un prochain numéro.